Une semaine après m'avoir banni de Noël, papa a appelé, on emmène ta sœur à Maui. Envoie 20 700 $. Quand j'ai refusé, il a hurlé, tu es mort pour moi. Cette nuit-là, j'ai pris la décision qui lui a fait regretter chacun des mots qu'il avait dit. J'étais debout devant la fenêtre de mon salon à Chicago, regardant les derniers flocons de neige des fêtes dériver en l'encercle vers la rue calme en contrebas. La semaine après Noël semble toujours un peu vide dans cette ville, comme si tout le monde avait enfin relâché la tension qu'il avait portée tout au long de décembre et que maintenant le monde était silencieux. J'avais la même vieille tasse en céramique dans les mains, celle avec un bord bleu délavé, et je laissais la chaleur s'infiltrer dans mes paumes pendant que mon esprit revenait à cet étrange matin de Noël où mon père m'avait dit de ne pas rentrer à la maison. J'avais 34 ans, et pourtant j'avais l'impression d'avoir été puni par un homme qui croyait toujours que j'étais sous son contrôle. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vrombit sur le comptoir, vibrant assez fort pour faire cliqueter la cuillère à café à côté. Je me souviens avoir pensé que je devrais le laisser aller à la messagerie vocale. Je me souviens m'être dit que la paix était plus importante que n'importe quelle tempête qui m'attendait à l'autre bout du fil. Mais je me souviens aussi de la façon dont mon corps a bougé avant que mon esprit ne rattrape son retard, attrapant le téléphone comme si les vieilles habitudes avaient une emprise plus forte sur moi que je ne voulais l'admettre. J'ai appuyé sur l'écran sans vérifier l'identité de l'appelant. La voix qui m'a accueilli était tranchante, sèche, reposant sur une colère qui s'était probablement accumulée bien avant qu'il ne compose mon numéro. C'était mon père. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le jour où il m'avait dit de rester à la maison et de ne pas gâcher Noël pour tout le monde. Dans son monde, le problème était toujours l'enfant qui essayait trop d'être honnête et jamais le parent qui fuyait ses responsabilités. Il a annoncé sans préambule qu'ils emmenaient ma sœur cadette, Sophia, à Maui. Il l'a dit comme s'il s'agissait d'un décret royal, d'une célébration somptueuse que seul l'enfant élu méritait. Il a parlé de surclassement, de réservation et de transport privé, et pendant qu'il continuait, j'ai réalisé qu'une fois de plus, j'entendais parler d'un voyage auquel je n'étais pas invité mais que j'étais censé financer. Puis est venu le chiffre. Il m'a dit d'envoyer 20 700 $ immédiatement. Il l'a dit comme si c'était une attente parfaitement raisonnable, quelque chose que toute fille ferait si elle s'en souciait assez. J'ai tenu le téléphone à mon oreille et j'ai regardé la neige tourbillonner dehors, me demandant s'il croyait vraiment que je n'existais pour aucune autre raison que de régler le désordre financier qu'il créait. Ce n'aurait pas été la première fois. J'ai demandé pourquoi je devrais payer pour un voyage dont je ne savais rien. J'ai gardé mon ton stable, contrôlé, le genre de voix que l'on apprend à utiliser quand quelqu'un a passé sa vie entière à réagir à l'émotion comme si c'était une munition. Il n'a pas répondu à ma question. Au lieu de cela, il a élevé la voix. Il a dit que si je refusais, alors j'étais morte pour lui, que je n'étais plus sa fille, que j'étais égoïste, ingrate, difficile, toutes les vieilles étiquettes familières qu'il dépoussiérait chaque fois que je résistais à la manipulation. Sa voix est montée plus haut jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à des mots, juste de la force et de la fureur poussant à travers le haut-parleur. Quelque chose en moi s'est alors détaché, silencieusement, comme regarder une porte se fermer de l'autre côté. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur derrière moi. Mon salon semblait plus grand que d'habitude, presque caverneux. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à la fenêtre. Des flocons de neige atterrissaient sur la vitre et fondaient en minuscules gouttelettes qui traçaient de longs chemins vers le bas. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais resté à cet endroit, rejouant des conversations avec lui, essayant de comprendre pourquoi l'amour dans ma famille était assorti de conditions que personne ne reconnaissait jamais à voix haute. Je me suis murmuré que si c'était ça, la famille, alors je préférerais être seul. Au moment où les mots ont quitté mes lèvres, quelque chose s'est resserré puis relâché dans ma poitrine. C'était comme le début d'une vérité que j'avais contournée pendant des années sans jamais la formuler complètement. Je me suis détourné de la fenêtre et je me suis dirigé vers le petit placard du couloir où je rangeais les choses que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. La lumière a vacillé quand je l'ai allumée. J'ai cherché sous une pile de couvertures le coffre-fort que je gardais caché derrière elle. Il était petit, noir et lourd d'une manière qui suggérait plus que le métal qu'il contenait. J'entendais toujours un léger grincement de la charnière quand je l'ouvrais, et cette fois, ce son ressemblait à un chapitre silencieux qui s'ouvrait en grinçant. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais rassemblés depuis l'année 2021. Des papiers que j'avais imprimés au travail avant que quiconque n'arrive. Des relevés que j'avais demandés sans en parler à âme qui vive. Des notes que j'avais écrites en minuscules pour me souvenir de dates et de transactions qui ne collaient pas. À l'époque, je n'avais rien prévu.
J'essayais simplement de comprendre ce qui se passait autour de moi, quel rôle j'avais involontairement joué dans les décisions financières que mon père enveloppait de secrets. Je ne savais pas que les preuves que je rassemblais deviendraient finalement ma protection. J'ai sorti le dossier du coffre-fort et je me suis assise avec sur le sol du salon. Le tapis était froid sous moi. J'ai ouvert la première section, celle avec les relevés les plus anciens, et j'ai ressenti cette piqûre familière d'incrédulité mêlée de résignation. Des débits qui ne m'appartenaient pas. Des achats pour Sophia. Des paiements pour des choses que je n'avais jamais accepté de financer. De petites miettes d'abus qui m'avaient d'abord confuse, puis effrayée, puis mise en colère si profondément que je ne me faisais plus confiance pour le confronter sans preuve. J'ai pensé à ma mère, Evelyne, une femme qui pouvait apaiser les tensions d'un doux soupir et d'un sourire prudent, quelqu'un qui évitait si complètement les conflits qu'elle flottait au-dessus sans jamais atterrir dans la réalité. Elle aimait Sophia avec une intensité qui l'aveuglait à tout le reste, en particulier au poids placé sur moi. La confrontation, pour elle, était une chose dangereuse, quelque chose à esquiver à tout prix. J'ai pensé à Sophia, brillante et admirée, entourée d'amis et d'opportunités, protégée des conséquences par un père qui insistait sur le fait qu'elle méritait le meilleur. Elle ne demandait jamais d'où venait l'argent parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Quelqu'un s'en occupait toujours. Ce quelqu'un, c'était généralement moi. Et puis il y avait Sam, ma plus jeune sœur, à peine sortie du lycée, à la voix douce, introspective, quelqu'un qui absorbait plus qu'elle ne disait. Il y avait des moments où je me demandais si elle reconnaissait le déséquilibre dans notre maison ou si elle croyait que les familles étaient naturellement construites sur un terrain inégal. J'ai étalé les documents sur le tapis, les pages se chevauchant comme une carte de chaque moment où l'on avait profité de moi. Ils ne ressemblaient plus à des incidents isolés ou à des erreurs malheureuses. Ils formaient un schéma, un chemin délibéré d'attente et de droit que mon père avait creusé au fil des ans, confiant que je ne le contesterais jamais. Dehors, la neige continuait de tomber, lourde maintenant, transformant la rue en un flou blanc. Mon appartement me semblait chaud et solide, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais assez en sécurité pour voir les choses clairement. J'ai pris une profonde inspiration, stable et complète, et j'ai pensé à tout ce qui m'attendait. Il ne s'agissait pas de détruire ma famille. Il s'agissait de sortir du rôle qu'il m'avait assigné sans ma permission. On parle du respect de soi comme d'une leçon apprise en un seul instant, mais ce que j'ai ressenti cette nuit-là s'est construit lentement, façonné par des années de bleu silencieux sur le cœur. J'ai rassemblé les papiers en une pile nette et je les ai remis dans le dossier. Mes mains étaient stables. Mon pouls était calme. Je savais que ce qui allait suivre changerait tout, mais pour la première fois de ma vie, cela ne m'effrayait pas. C'était comme la conséquence naturelle de me choisir enfin après avoir passé des décennies à choisir tout le monde. Si vous avez déjà été traité comme un étranger dans votre propre famille, ou si vous avez déjà porté des fardeaux pour lesquels personne ne vous a remercié, alors j'espère que vous resterez avec moi. Je promets que cette histoire va quelque part d'inattendu, de sincère, de libérateur. Et j'adorerais savoir où vous êtes pendant que vous écoutez, car quand tout cela a commencé, je n'étais qu'une femme sur le sol de son salon avec une tasse de café froid et une pile de vérités que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis levé, j'ai fermé le placard et j'ai regardé une fois de plus la ville respirer sous la neige. Tout était calme, mais ce n'était pas le calme étouffant du silence imposé. C'était le calme avant un pas en avant. Le calme avant qu'une porte ne s'ouvre. C'est cette nuit-là que tout a commencé. J'ai fermé la porte du placard et j'ai laissé le calme s'installer à nouveau, mais mon esprit revenait déjà à l'année où tout s'était fissuré pour la première fois. C'était étrange comme une seule nuit dans le présent pouvait faire remonter des souvenirs que j'avais passé 3 ans à garder dans un ordre prudent, comme des dossiers que je n'avais jamais l'intention d'ouvrir à moins d'y être absolument obligé. La vérité, c'est que rien de ce qui s'est passé cette semaine n'est sorti de nulle part. Ma famille pensait que je flottais dans la vie, naïve et obéissante, mais ils n'ont jamais compris à quel point j'observais attentivement les choses qu'ils supposaient que je ne remettrais jamais en question. En 2021, j'étais assise à ma table de cuisine par une chaude soirée d'où lorsque j'ai remarqué pour la première fois quelque chose d'étrange. J'avais payé quelques factures plus tôt ce matin-là et, sans réfléchir, je me suis connecté à mon compte Wells Fargo après le travail juste pour vérifier mon solde. C'était une habitude que j'avais prise dans la vingtaine, quelque chose lié au désir de me sentir en contrôle d'au moins un coin de ma vie. Il y avait un onglet sur lequel je ne cliquais presque jamais, celui des comptes de crédit associés. Cette nuit-là, pour une raison que je ne peux toujours pas expliquer, j'ai cliqué dessus. Une nouvelle carte est apparue sous mon nom. J'ai cligné des yeux, supposant que c'était une erreur. Mais ce n'était pas une erreur.
Elle était active. Elle avait un solde. Et les achats étaient récents. Je me souviens être resté parfaitement immobile, fixant l'écran pendant que mon estomac se serrait comme si quelqu'un le tordait lentement avec son poing. J'ai fait défiler les débits. Certains étaient petits, dispersés, faciles à ignorer. Puis j'ai vu les plus importants. Des frais de scolarité pour quelque chose intitulé « Atelier de mannequinat avancé ». Des billets d'avion de Chicago à Honolulu avec 2 noms attachés, Sophia et une certaine Lindsay. Et puis un virement que je ne comprenais pas du tout, un paiement à Parker Financial avec mon nom attaché. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé la chaise grincer sous moi. J'ai su instantanément qui avait fait ça. Je savais aussi exactement comment ça se passerait si je les confrontais. Papa nierait. Maman arrangerait les choses. Sophia en rirait. Et je serais repoussé dans le coin où l'on s'attendait toujours à ce que je reste, la silencieuse, la fiable, la fille qui ne causait jamais de problème, peu importe les problèmes que les autres lui causaient. Au lieu de réagir, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, chaque relevé mensuel, chaque numéro de confirmation. J'ai imprimé les pages et je les ai placées dans un tiroir avec une pile d'enveloppes vierges. Je n'ai rien étiqueté, voulant que cela paraisse inoffensif si quelqu'un le trouvait un jour, mais j'ai mémorisé chaque page. Au fil des semaines, le schéma est devenu indubitable. Sophia s'est inscrite à un autre cours. Plus de billets. Plus d'achats. Plus d'argent tiré de choses qui portaient mon nom mais ne passaient jamais par mes mains. Les frais s'accumulaient avec une sorte de confiance éhontée, comme si la personne qui dépensait l'argent croyait que le monde existait pour amortir ses désirs. J'ai observé comment maman réagissait chaque fois que je posais des questions désinvoltes sur Sophia. Elle souriait avec une douceur qu'elle n'utilisait jamais avec Sam ou moi. Elle décrivait Sophia comme douée, lumineuse et méritante, des mots qui ne trouvaient jamais leur chemin vers le reste d'entre nous. Si je posais des questions sur les dépenses, elle les balayait d'un revers de main comme si parler d'argent dévalorisait l'amour qu'elle voulait croire que notre famille avait. Si je posais des questions sur l'équité, elle changeait de sujet. Pendant ce temps, Sam devenait plus silencieuse. Elle avait toujours été douce, une personne dont la présence ressemblait à une couverture douce par une journée froide, mais durant cette année-là, elle s'est retirée davantage dans sa chambre, ses livres, son silence. Elle ne se plaignait pas, même pas quand Sophia était célébrée pour des choses pour lesquelles Sam travaillait en réalité plus dur. Maman remarquait rarement la façon dont Sam s'effaçait à l'arrière-plan. Papa, jamais. Un après-midi de cet automne-là, en sirotant un café tiède à mon bureau après une longue réunion de marketing, j'ai commandé mon rapport de crédit complet. L'email est arrivé en quelques minutes. Je l'ai ouvert sans trop y penser, m'attendant à la même carte que j'avais déjà trouvée, peut-être 2 au maximum. Il y avait 3 cartes de crédit à mon nom. 3. 2 d'entre elles avaient été ouvertes le même mois. Une liée au programme de mannequinat. Une liée à achat de billets d'avion après achat de billets d'avion. Une liée à toute autre chose, une ligne de crédit ouverte liée à nouveau à Parker Financial. J'ai cliqué sur les détails, mon cœur battant plus fort à chaque nouvelle page. Les frais pour Sophia étaient déjà assez graves, mais la dernière entrée m'a fait me redresser brusquement. C'était un prêt commercial me désignant comme co-emprunteuse. Un prêt auquel je n'avais jamais consenti. Un prêt dont je n'avais même jamais entendu parler. Je me souviens avoir touché la ligne sur l'écran, comme si le contact physique pouvait en quelque sorte rendre l'information moins réelle. La signature sur le fichier numérique n'était pas la mienne. Les initiales tapées n'étaient pas les miennes. Pourtant, la banque reconnaissait l'autorisation. Mon premier instinct a été la colère, rapide et brûlante, montant dans ma poitrine comme une flamme. Mais sous la colère se trouvait un sentiment plus profond, quelque chose de plus stable, de plus froid. C'était la prise de conscience naissante que quelqu'un avait supposé que je ne regarderais jamais de trop près. Quelqu'un avait compté sur le fait que je serais dévouée, épuisée et confiante. Quelqu'un avait parié que je continuerais à jouer le rôle de la fille invisible pour qu'il puisse utiliser mon nom comme une carte de crédit supplémentaire. J'ai fermé le rapport, je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai laissé échapper une longue et lente respiration. Une pensée a fait surface dans mon esprit avec une clarté qui m'a surprise. Il pense que je ne sais pas. Il pense que je ne saurai jamais. Il pense que ce jeu continuera pour toujours. J'ai décidé cette nuit-là que je ne les confronterai pas. Je ne les préviendrai pas. Je ne dirai pas un mot qui pourrait les alerter. Mon silence serait mon bouclier.
Mon calme serait ma stratégie. J'ai passé le reste de l'année 2021 à tout rassembler, chaque relevé imprimé en double, chaque capture d'écran sauvegardée à 2 endroits, chaque virement suspect marqué dans un carnet auquel seul moi avais accès. J'ai appris à cataloguer sans émotion, à observer sans réagir. Je me suis entraîné à un niveau de calme qui ressemblait à une armure. Tout autour de moi, la dynamique familiale continuait sans la moindre secousse. Sophia brillait. Maman planait autour d'elle comme si elle était faite de verre et de lumière d'étoiles. Papa se vantait des opportunités que Sophia recevait, ne mentionnant jamais les factures qu'il redirigeait tranquillement à mon nom. Et Sam errait dans la maison comme un fantôme, inaperçu sauf par moi. Je me souviens d'une visite à la maison un week-end où j'ai regardé Sophia ouvrir un paquet rempli de vêtements chers pour un autre atelier auquel elle participait quelque part près de Los Angeles. Elle tenait chaque article à la lumière, souriant largement, tandis que maman applaudissait doucement comme si elle admirait une robe de mariée. Papa parlait fort de réseautage, de talent et de potentiel. Sam ne disait rien. J'étais assise dans un coin de la pièce, sirotant un thé tiède, et je sentais le poids de tous les secrets que je portais. C'était étrange comme le silence pouvait être lourd. J'avais l'impression de retenir à moitié ma respiration en permanence, attendant le moment où quelqu'un réaliserait que j'en savais trop. Mais personne ne regardait dans ma direction assez longtemps pour voir le changement en moi. Sur le chemin du retour vers Chicago cette nuit-là, j'ai rejoué chaque moment des mois précédents. Quelque part entre Milwaukee et Kenosha, alors que l'autoroute s'étendait longue et sombre devant moi, j'ai eu la première étincelle silencieuse d'une pensée qui allait devenir quelque chose de bien plus grand. Vous pensez que je ne sais pas. Mais je sais tout. J'ai appuyé un peu plus fort sur l'accélérateur et j'ai laissé le ronronnement des pneus me stabiliser. La vérité n'était plus un poids. C'était une boussole. C'était une direction. C'était la preuve que le jour venu, je ne serais pas prise au dépourvu. Je ne serais pas la fille non préparée que mon père avait toujours supposé que j'étais. Je serais prête. Et cette préparation commençait à prendre forme d'une manière que même moi, je ne comprenais pas encore tout à fait. Je pense qu'une partie de moi avait toujours su que le jour viendrait où j'arrêterais de collectionner silencieusement et commencerais à agir. Ce n'est pas arrivé comme un moment dramatique avec du tonnerre et des cris. C'est venu par petites poussées, par des matins fatigués et de longues soirées, et par la façon dont ma poitrine se sentait plus lourde chaque fois que je voyais mon nom lié à quelque chose que je n'avais pas choisi. Le matin après cet appel de mon père, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La lumière d'hiver à Chicago était pâle et douce, s'étirant à peine sur le sol de ma chambre. Pendant un instant, allongé là sous les couvertures, j'ai pensé que j'avais peut-être tout rêvé. Puis j'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu les appels manqués, les icônes de messagerie vocale en colère, et j'ai su que c'était réel. Je me suis douché, habillé et j'ai fait du café dans un rythme automatique, comme on le fait quand son corps connaît les étapes mieux que son esprit. Mais sous cette routine, il y avait une nouvelle couche, quelque chose de plus aiguisé et de plus concentré. Pendant que la machine à café bourdonnait, j'ai posé mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine et j'ai ouvert le dossier où je gardais toutes mes copies numériques. J'ai fait défiler des années de relevés, des instantanés de ma vie et des choix de ma famille exposés en chiffres et en dates. Je les ai organisés en sous-dossiers, étiquetés de manière à ce qu'ils aient un sens pour quelqu'un qui ne m'avait jamais rencontré. Compte personnel. Carte de crédit non autorisée. Frais de voyage. Programme de mannequinat. Virement à Parker Financial. Le prêt commercial avec mon nom comme co-emprunteuse. Au moment où j'ai terminé, le soleil était monté plus haut, bien que le ciel ressemblât encore à du papier blanc. J'ai vérifié l'heure, puis j'ai ouvert un autre onglet. J'ai cherché un avocat à Chicago spécialisé à la fois en protection des consommateurs et en droit des affaires. Je ne voulais pas de quelqu'un qui verrait cela uniquement comme un conflit familial. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait les limites financières et ce qui se passait lorsqu'elles étaient ignorées. C'est ainsi que j'ai trouvé Ethan Clark. Son bureau se trouvait dans un immeuble juste à côté de la rivière, l'une de ces tours de verre et d'acier qui semblent toujours un peu plus froides que le reste de la ville. J'ai appelé, m'attendant à moitié à être repoussé de plusieurs semaines, mais la réceptionniste a dit qu'ils avaient une annulation pour cet après-midi-là. Je l'ai accepté, j'ai pris mon dossier dans le coffre-fort et j'ai quitté l'appartement avec le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Le trajet en train vers le centre-ville semblait différent ce jour-là. J'ai regardé les gens autour de moi, fixant leur téléphone, lisant, somnolents, et je me suis demandé combien d'entre eux portaient des fardeaux silencieux comme le mien.
Combien avaient des histoires qu'ils ne racontaient jamais parce qu'ils avaient peur que personne ne les croie. Quand mon arrêt est arrivé, je suis descendu dans l'air froid et j'ai marché vers l'immeuble avec une sorte de détermination stable que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le bureau d'Ethan était à l'un des étages supérieurs. La salle d'attente sentait le café et l'encre d'imprimante. Des diplômes encadrés tapissaient le mur derrière la réceptionniste, et les chaises étaient du genre à essayer d'être confortables sans jamais y parvenir tout à fait. Mes mains étaient serrées fermement autour du dossier au moment où sa porte s'est ouverte et il est apparu. Il semblait avoir la quarantaine, avec des yeux bienveillants et le genre de posture qui suggérait qu'il avait écouté beaucoup d'histoires difficiles au fil des ans. Il m'a invité à entrer d'un petit signe de tête, et je suis entré dans son bureau, observant les étagères de livres de droit, le bureau bien rangé, la vue sur la rivière à moitié gelée en contrebas. Je me suis assise en face de lui, j'ai posé le dossier sur mes genoux et j'ai pris une profonde inspiration. Il a commencé par les questions habituelles, nom, parcours, ce qui m'amenait là. Je lui ai dit que mon nom était Aya, que je travaillais dans le marketing, que je vivais en ville, et que ma famille était impliquée dans une société appelée Parker Financial. Puis je lui ai dit que depuis plusieurs années, mon nom et mon numéro de sécurité sociale avaient été utilisés d'une manière à laquelle je n'avais pas consenti. J'ai gardé ma voix calme, mes mots clairs. Après avoir terminé l'exposé, j'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai glissé vers lui. Il l'a ouvert, et l'expression de son visage est passée d'une attention neutre à quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Il a feuilleté les pages lentement d'abord, puis plus attentivement, s'arrêtant pour lire certaines entrées. Il m'a demandé depuis combien de temps je gardais tout ça. Je lui ai dit que ça avait commencé en 2021, quand j'ai trouvé la première carte Wells Fargo que je n'avais pas ouverte. Je lui ai parlé de la commande de mon rapport de crédit, de la découverte de 2 autres cartes et d'un prêt commercial lié à Parker Financial avec mon nom comme co-emprunteuse. Je lui ai parlé des achats de voyage pour Sophia, des ateliers de mannequinat, des virements à la société, tous liés à des comptes que je n'avais jamais acceptés. Quand j'ai terminé, il s'est penché en arrière dans sa chaise et a laissé échapper un souffle bas. Il a dit que la plupart des gens venaient le voir après que les choses soient devenues complètement incontrôlables, sans preuve, sans paperasse, sans chronologie. Il a dit que ce que j'avais fait, garder une trace, organiser, imprimer et sauvegarder, était l'une des choses les plus intelligentes qu'il ait vues depuis longtemps. Entendre cela a fait quelque chose de silencieux en moi. Pendant tant d'années, ma famille m'avait fait sentir que j'étais difficile, dramatique et déraisonnable. Et maintenant, dans ce petit bureau surplombant une rivière gelée, quelqu'un me disait enfin que j'avais été sage. Nous avons passé en revue la situation étape par étape, en des termes que je pouvais comprendre. Il a expliqué que la première chose à faire était de me protéger. Mon crédit, mon dossier, mon nom. Il a suggéré un gel de crédit auprès des principales agences, afin que personne ne puisse ouvrir quoi que ce soit de nouveau sous mes informations. Il a dit que nous devrions déposer des déclarations formelles de fraude à l'identité concernant les cartes et le prêt que je n'avais jamais signé. Puis nous avons parlé de la banque qui avait émis le prêt commercial pour Parker Financial, celui où mon nom apparaissait comme co-emprunteuse. Il a montré la ligne de signature et a demandé si j'avais déjà écrit mon nom de cette façon. J'ai secoué la tête. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Il a dit que nous devions contacter directement la banque, leur envoyer des copies de ma vraie signature, de ma pièce d'identité et une déclaration indiquant que je n'avais pas autorisé ce prêt. Il a mentionné que la banque ouvrirait probablement une enquête sur la façon dont cette paperasse avait été approuvée. Il m'a dit de ne pas être surprise si les choses devenaient bruyantes après ça. Plus il parlait, plus je réalisais la forme de ce que mon père avait fait. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un schéma, une habitude de franchir des lignes qui ne lui appartenaient pas. Cette prise de conscience m'a blessé et soulagé à la fois. Blessé, parce qu'elle confirmait ce que j'avais craint. Soulagé, parce que je savais enfin que je n'imaginais rien. Nous avons discuté du retrait de mon nom de toute autorisation liée au prêt, en précisant que je ne serais pas responsable des paiements, des défauts de paiement ou de toute autre retombée. Ethan a dit que cela pourrait prendre du temps, mais que le processus valait la peine d'être lancé maintenant avant que les choses n'empirent. Pendant qu'il parlait, j'ai regardé ses mains se déplacer sur les documents, marquant ceux dont il voulait des copies, les séparant en plus petites piles. Preuve de fraude. Documents de prêt. Historique de crédit. C'était exactement comme je les avais organisés dans ma tête pendant des années, et voir quelqu'un d'autre le faire m'a fait me sentir moins seul. À un moment donné, il s'est arrêté et m'a posé une question d'un autre genre.
Il voulait savoir pourquoi j'avais attendu si longtemps pour venir, étant donné tout ce que je savais déjà. Je suis resté assise un moment, regardant la rivière, pensant à toutes les fêtes, anniversaires et dîners du dimanche passé à maintenir la paix au lieu de dire la vérité. Je lui ai dit que dans ma famille, prendre la parole faisait de vous le problème. Je lui ai dit que j'avais passé toute ma vie à essayer de calmer tout le monde, d'empêcher les choses d'exploser, de maintenir intacte l'image d'une bonne famille. Je lui ai dit que jusqu'à ce que mon père appelle et me dise que j'étais morte pour lui à cause d'un argent qu'il n'avait aucun droit d'exiger, j'avais encore cru qu'il y avait une chance que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Il a écouté sans m'interrompre, puis a dit doucement que les familles comme la mienne étaient exactement la raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de punir qui que ce soit. Il s'agissait de tracer une ligne autour de ma vie et de dire, c'est ici que vous vous arrêtez. Nous avons passé l'heure suivante à mettre les choses en mouvement. Il a dicté des notes à son assistante dans une autre pièce, demandant des formulaires de déclaration de fraude, les coordonnées de la banque et des modèles de lettres qui seraient envoyés sous mon nom. J'ai signé les documents qui étaient vraiment les miens à signer. Nous avons rédigé une déclaration pour la banque expliquant mon manque de consentement concernant le prêt commercial. Au moment où j'ai quitté son bureau, la lumière d'hiver s'estompait déjà dehors. La réceptionniste m'a donné une petite pile de papier copié dans un dossier simple, plus pour mes archives qu'autre chose. Je suis sorti dans l'air froid et j'ai resserré mon manteau autour de moi. Sur le chemin du retour en train, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des messages de numéros que je reconnaissais et d'autres non. Je l'ai retourné face contre mes genoux et j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre à la place. J'ai vu une femme fatiguée mais pas brisée. J'ai vu quelqu'un qui avait cessé d'attendre la permission de se protéger. Quand je suis rentré à mon appartement, j'ai enlevé mon manteau, posé mon sac sur le comptoir et je suis allé directement à mon ordinateur portable. Un email d'Ethan attendait déjà. Il avait transmis la réponse de la banque qui détenait le prêt de Parker Financial. C'était un court message accusant réception de ma réclamation et indiquant que le compte en question était, selon leurs termes, sous examen interne depuis environ 2 ans en raison d'une activité inhabituelle. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Sous examen interne depuis environ 2 ans. Donc ce n'était pas seulement moi. Ce n'était pas tout dans ma tête. La banque avait vu quelque chose d'anormal, bien avant que je n'entre dans ce bureau. Je n'ai ressenti aucune surprise, seulement une lente confirmation de ce que j'avais senti dans mes os. Mon père ne se contentait pas de contourner les règles. Il les enfreignait, encore et encore, d'une manière qui avait finalement attiré l'attention de quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le solde de mon compte courant. Le chiffre me fixait, solide et réel. J'ai pensé au dernier mot que mon père m'avait jeté, la menace, la tentative de me faire sentir petite et coupable de ne pas avoir remis 20 700 $ sur commande. J'ai déplacé ce montant exact sur un nouveau compte d'épargne que j'avais ouvert discrètement des mois auparavant, un compte que j'avais nommé dans ma tête mais jamais étiqueté sur aucun formulaire officiel. Fonds de liberté, c'est comme ça que je l'appelais quand je pensais à mon avenir. De l'argent destiné à ma vie, ma sécurité, mes choix. Pas au chaos. Pas aux dissimulations. Pas au financement de voyages qui servaient de distraction à de mauvaises décisions. En regardant le virement s'effectuer, un calme s'est installé en moi. Je ne me cachais pas. Je ne me faufilais pas. Je choisissais. Choisir d'investir en moi plutôt que dans un système qui m'avait pris pendant des années sans remords. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, légère et régulière. La ville brillait doucement sous les lampadaires. Je suis resté là un moment, sentant le sol ferme sous mes pieds, ma propre respiration stable dans ma poitrine. J'avais fait le premier vrai pas. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, l'appartement semblait anormalement calme, comme le silence que l'on ressent juste avant qu'une tempête n'atteigne les fenêtres. J'ai fait du café, je suis resté pieds nus dans ma cuisine et j'ai fixé la surface sombre du lac à l'extérieur de ma fenêtre. Le monde semblait inchangé, mais quelque chose autour de moi, quelque chose en moi, avait changé. Je pouvais le sentir dans cette subtile tension derrière mes côtes, celle qui me disait que j'avais franchi une ligne que je ne retraverserais jamais. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Puis il s'est rallumé. La vibration a fait un bruit sec contre le granit. Je l'ai laissé sonner. Je connaissais assez bien le schéma pour deviner de qui il s'agissait. D'abord mon père, puis ma mère, puis Sophia. J'avais déjà bloqué les 3 numéros la veille,
un petit acte qui donnait l'impression de placer une porte épaisse entre moi et le chaos dans lequel j'avais grandi. Mais les gens comme eux trouvent toujours un autre moyen de passer. En moins de 10 minutes, mon téléphone professionnel a commencé à vibrer. Je l'ai fixé une longue seconde, puis je suis allé le prendre et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a vibré à nouveau presque immédiatement. Et encore. Finalement, par pur agacement plus que par curiosité, je suis entré dans mon bureau et j'ai appuyé sur le bouton de la messagerie vocale. La voix de mon père est sortie du haut-parleur, rauque et tendue. Il semblait enragé, mais sous la rage, il y avait quelque chose que j'avais rarement entendu chez lui. Un tremblement. Pas de tristesse. De peur. Il a dit qu'il savait ce que j'avais fait. Il a dit que la banque l'appelait, posant des questions sur les signatures et les autorisations. Il a dit que ses partenaires commerciaux étaient nerveux maintenant, et que si quelque chose arrivait à son entreprise, ce serait de ma faute. Il a dit que je devais le rappeler immédiatement avant d'aggraver les choses. Il a essayé de revêtir sa voix d'autorité, mais j'ai entendu les fissures. C'était le son d'un homme qui avait construit tout un royaume sur du sable et qui sentait soudain l'océan monter. J'ai supprimé le message vocal. Je suis retourné à mon café, bien qu'il ait refroidi entre-temps. Je l'ai réchauffé au micro-ondes, m'appuyant contre le comptoir pendant que la machine bourdonnait. Pendant un instant, je me suis laissé imaginer que ce n'était qu'un matin comme les autres dans ma vie, que je suivais simplement ma routine sans le poids compliqué de la famille étiré dans mes pensées. Mais la vérité restait avec moi comme une ombre. Il s'effondrait, et pour la première fois, je n'intervenais pas pour arranger quoi que ce soit. Quand j'ai vérifié mes emails, j'ai vu un message de Sophia. L'objet était en majuscule. Ces mots étaient vifs, écrits avec le genre de suffisance qui lui venait sans effort. Elle exigeait de savoir ce que j'avais fait pour que la banque appelle papa. Elle a dit qu'il était stressé et ne dormait pas, que maman pleurait, que le voyage à Maui risquait d'être gâché, et que si je me souciais un tant soit peu de la famille, j'arrêterais le jeu que je jouais. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle leur récit s'est formé. J'étais toujours le problème, même quand tout ce que j'avais fait était de refuser de financer des vacances et de protéger ma propre vie financière. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils n'ont pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ils ont seulement demandé ce que j'avais fait pour les déranger. Un autre message est arrivé moins de 5 minutes plus tard. Celui-ci de maman. Son email était long et sinueux, plein de phrases que j'avais entendues de nombreuses fois. Elle a écrit sur l'unité familiale, les sacrifices et la déception. Elle a écrit que les temps étaient durs pour mon père et que je devrais être plus compréhensive. Elle a écrit que Sophia avait tellement de pression sur elle ces derniers temps et que je ne devrais pas ajouter à son stress. Elle a écrit que j'étais dramatique et méchante en les bloquant, comme si bloquer leur numéro était un acte de cruauté au lieu d'un acte de survie. Elle a terminé le message en disant qu'elle espérait que je retrouverais la raison. J'ai fermé l'email sans répondre. Le reste de la matinée s'est écoulé lentement. Je pouvais sentir la tension se resserrer autour des bords de ma journée. C'était comme attendre que le verre se brise, sachant que cela arriverait, ne sachant pas quand. Vers midi, j'ai reçu un appel d'Ethan. Sa voix était calme, mesurée, le genre de ton qui me rassurait instantanément. Il m'a dit que la banque avait reçu ma documentation. Il a dit qu'il demandait officiellement une vérification de signature à Parker Financial et à tous les comptes associés. C'était la première étape officielle d'un processus qui pourrait révéler tout ce que mon père avait fait en mon nom. Quand il a prononcé les mots « vérification de signature », j'ai senti une lente expiration quitter ma poitrine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la responsabilité. Et la responsabilité ressemblait souvent à un miroir que quelqu'un avait évité pendant des années. Après avoir raccroché, je suis resté assise un long moment à mon bureau. Le bureau autour de moi bourdonnait du bruit de fond habituel, des gens discutant dans le couloir, tapant, des téléphones sonnant. Tout dans le monde semblait ordinaire. Mais ma vie avait pris un virage si serré que l'ordinaire semblait irréel. C'est alors que la notification de mail est apparue sur mon écran. Alerte de compte Wells Fargo. Mon pouce est accéléré. J'ai cliqué sur le message et j'ai parcouru le texte. Il listait plusieurs transactions signalées comme potentiellement frauduleuses. Des achats effectués à des heures étranges, dans des endroits étranges, incompatibles avec mes habitudes établies. La banque me demandait si je reconnaissais les débits. Je me suis penché lentement en arrière dans ma chaise. Ça arrivait plus vite que prévu, l'effondrement.
Les schémas qui étaient passés inaperçus pendant des années étaient soudainement brillants sous la lumière de l'examen. J'ai pensé au dossier dans mon coffre-fort, celui que j'avais organisé si soigneusement. J'ai pensé à chaque fois que je m'étais demandé si j'imaginais des choses, si j'interprétais trop les chiffres et les dates. Maintenant, les preuves remontaient d'elles-mêmes, sans que je ne touche à rien. J'ai transféré l'alerte à Ethan, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Mes mains semblaient étrangement stables. Mon rythme cardiaque avait ralenti. Une vérité silencieuse a surgi dans mon esprit. Je n'ai pas allumé cet incendie. Je me suis simplement reculé et je les ai laissés tenir leur propre allumette. Je suis allé à la fenêtre et j'ai de nouveau regardé le lac. La lumière de l'après-midi s'était intensifiée, transformant l'eau en une nappe sombre parsemée d'argent. Quelques coureurs se déplaçaient le long du sentier du rivage, emmitouflés contre le froid. La vie se déroulait partout, sans effort. Et me voici, regardant enfin ma propre vie d'un point de vue de clarté au lieu de confusion. Derrière moi, mon téléphone professionnel a de nouveau vibré. Je l'ai laissé vibrer. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti comme un espace s'ouvrir autour de moi, un espace qui n'appartenait aux attentes ou aux exigences de personne d'autre. C'était comme le début de quelque chose, pas dramatique, pas accent grave-l'œil, juste un changement silencieux vers la liberté. Je savais que les prochains jours apporteraient plus de bruit de la part de ma famille, plus d'accusations, plus de tentatives de me ramener dans un rôle que je ne jouais plus. Mais debout près de la fenêtre, regardant la lumière d'hiver s'estomper, je me sentais étrangement prête. Prête pour tout ce qui allait suivre. Ce qui a suivi est arrivé plus vite que prévu. Au milieu de la semaine, Chicago semblait encore plus froide que d'habitude, le genre de froid qui appuie contre les fenêtres et se glisse à travers les coutures de votre manteau. J'ai enroulé mes mains autour d'une tasse de tisane à mon bureau, essayant de me concentrer sur mes dernières notes de campagne lorsqu'une alerte d'actualité a clignoté dans le coin de mon écran. La direction de Parker Financial fait l'objet d'un examen interne. Je me suis figé, fixant le titre. Il provenait d'un petit journal d'affaires, le genre de publication qui capte les rumeurs tôt et les confirme plus tard. J'ai cliqué sur le lien. L'article était vague, seulement quelques paragraphes, mais les mots étaient sans équivoque. Des questions concernant une activité financière récente. Des partenaires demandant des documents. Des inquiétudes concernant des transactions non autorisées. Je me suis penché lentement en arrière. Parker Financial était la fierté de mon père, sa forteresse, la chose qu'il montrait chaque fois qu'il voulait justifier son humeur ou ses décisions. Le voir listé publiquement comme instable semblait surréaliste, comme regarder une fissure se former dans une pierre que j'avais toujours supposée incassable. Mon téléphone de bureau a sonné avant même que j'aie fini de lire l'article. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, m'attendant à un client. Au lieu de cela, la voix de maman est arrivée, plus fine que je ne l'avais jamais entendue. Elle ne semblait pas en colère cette fois. Elle semblait terrifiée. Aya, qu'est-ce que tu as fait? Ton père est hors de lui, il dit que la banque a contacté ses partenaires. Il dit qu'il le surveille. Qu'est-ce que tu leur as envoyé? J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle parlait, observant un lent flux de voitures passer dans la rue. Ses mots étaient tremblants, inégaux, pas pleins de la culpabilité calculée qu'elle utilisait habituellement sur moi. C'était quelque chose de différent. Maman, commençai-je calmement, tout ce que la banque fait a commencé à cause des transactions que ton mari a faites. Pas moi. Elle inspira brusquement. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que tu avais déclenché quelque chose. Il a dit que tu essayais de le détruire. Je me suis frotté le front avec ma main libre. Je pouvais presque l'imaginer debout dans la cuisine à la maison, une main sur le comptoir, une main agrippant son téléphone, ses yeux se tournant vers mon père qui faisait probablement les 100 pas comme un animal en cage. Maman, tout ce qui se passe maintenant a commencé bien avant que je ne touche à quoi que ce soit. La banque l'a vu. Les partenaires l'ont vu. J'ai seulement signalé ce qui a été fait en utilisant mon nom. Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix tremblait. Ton père a dit que l'entreprise pourrait s'effondrer à cause de ça. Comprends-tu ce que ça veut dire? Comprends-tu ce que les gens penseront? Un long silence s'est étiré entre nous. J'ai baissé les yeux sur l'alerte de Wells Fargo toujours ouverte sur mon ordinateur portable, les transactions signalées, les avertissements. La vérité était juste là et pourtant elle voulait toujours que je protège l'illusion. J'ai finalement dit doucement, maman, c'était déjà en train de se produire.
Tu ne l'as tout simplement pas vu. Elle a mis fin à l'appel sans répondre. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une lente respiration. Je ne me sentais pas triomphante. Je sentais une douleur creuse dans mes côtes, comme le fantôme de quelque chose de vieux et de familier qui lâchait enfin prise. Le chaos ne s'est pas arrêté là. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de Sophia. Pas en colère cette fois. Confuse. Paniquée. Elle a écrit que papa ne répondait pas à ses questions, qu'il s'enfermait dans son bureau à la maison et refusait de parler. Elle a dit que maman appelait frénétiquement des comptables qu'elle connaissait à peine. Elle a dit que Sam avait l'air effrayé quand elle l'a croisé dans le couloir, comme si elle sentait quelque chose que personne ne dirait à voix haute. J'ai imaginé les grands yeux de Sam, la façon dont elle absorbait tout ce qui l'entourait. En grandissant, elle semblait toujours comprendre plus qu'elle ne le laissait paraître, sentant la tension avant que quiconque ne la reconnaisse. Je me suis demandé à quoi ressemblait cet effondrement de son point de vue, regardant les gens en qui elle avait confiance s'effondrer sans explication. Ma journée de travail s'est estompée dans la soirée. Quand j'ai finalement rassemblé mes affaires pour rentrer chez moi, les lumières du couloir du bureau semblaient trop vives, trop stériles. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai gardé l'esprit stable, refusant de sombrer dans une spirale. Alors que je me dirigeais vers la sortie, la réceptionniste a appelé mon nom. Elle avait l'air incertaine, jetant un coup d'œil vers le hall. « Quelqu'un est ici et demande à vous voir. » Mon cœur s'est serré. J'ai franchi les portes vitrées et je me suis figé. Maman se tenait dans le hall. Elle portait encore son manteau d'hiver, ses cheveux légèrement en désordre, son visage pâle d'une manière que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Quand elle m'a repéré, elle s'est précipitée en avant, sa voix se brisant avant même qu'elle n'ait formé des mots complets. « Aya, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que tu peux annuler ça. Dis-moi que tu peux retirer tout ce que tu as déposé. Dis-moi que la banque arrêtera de poser des questions si tu expliques que ce n'était qu'un malentendu. » Ses mains tremblaient alors qu'elle les tendait comme si elle s'attendait à ce que je les attrape, les stabilise, les sauve. De la même manière qu'elle voulait toujours que je sauve la paix quand papa explosait à la maison. J'ai pris une lente respiration et j'ai gardé ma voix calme mais ferme. Maman, je n'ai accusé personne. Je n'ai pas porté plainte. J'ai seulement signalé des comptes ouverts à mon nom. Le reste est entre papa et la banque. Elle a secoué la tête avec force, sa voix se brisant en petits morceaux. Tu ne comprends pas. Ton père ne peut pas gérer ce genre de pression. Les partenaires menacent de se retirer. Il demande des audits. Il dit que ça va tout gâcher. J'ai ressenti une vive traction à l'intérieur, un vieil instinct d'intervenir, d'arranger les choses, d'être la fille qui réparait ce que les autres cassaient. Mais ces instincts m'avaient piégé pendant des décennies, et je n'allais pas reprendre ce rôle. Maman, dis-je doucement, je ne suis pas responsable des erreurs qu'il a commises. Elle m'a regardé avec de grands yeux blessés, comme si entendre cette vérité était une trahison au lieu d'une simple réalité. Tu as toujours été la plus forte, murmura-t-elle. Tu aurais pu l'aider. J'ai rencontré son regard et j'ai laissé toute la vérité s'installer entre nous. Je n'ai rien incendié. J'ai juste arrêté de soutenir les murs qu'il a construits. Pendant un instant, elle a semblé vouloir argumenter. Puis quelque chose dans son expression a changé. Une petite lueur stupéfaite, comme la première fissure dans le déni. Elle a baissé les yeux vers le sol, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans mots. J'ai attendu, calme. Elle a finalement relevé les yeux, mais ce qu'elle espérait trouver dans les miens n'y était plus. Ni la conformité. Ni la culpabilité. Ni la peur. Elle a redressé son manteau, a hoché la tête avec raideur et s'est dirigée vers la porte. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis resté dans le hall longtemps après son départ, écoutant le doux bourdonnement du bâtiment, sentant le poids de son désespoir persister dans l'air. Ma vie n'avait jamais semblé plus séparée de la leur qu'à ce moment-là. Quand je suis sorti dans la nuit froide, le ciel était bas avec de lourds nuages. La neige a recommencé à tomber, douce et silencieuse, atterrissant sur mon manteau comme un murmure de quelque chose qui se termine. Les portes vitrées se sont fermées derrière moi, et avec elles, un chapitre de ma vie que je savais ne se rouvrirait jamais de la même manière. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, plus fatigué que je ne voulais l'admettre. J'ai enlevé mes bottes juste à l'intérieur de la porte, j'ai accroché mon manteau au crochet et je suis resté là dans l'entrée un long moment, écoutant le bourdonnement du chauffage et les faibles bruits de la circulation de la rue en contrebas. J'avais l'impression que le monde était divisé en deux.
À l'intérieur de mon appartement, les choses étaient stables, calmes, les miennes. Dehors, ma famille tourbillonnait. J'ai réchauffé un reste de soupe, je l'ai mangé au-dessus de l'évier sans vraiment la goûter, puis je me suis laissé tomber dans mon lit. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas rêvé de dispute avec mon père ou de dîner de fête gênant. J'ai dormi lourdement, comme si mon corps croyait enfin que j'avais le droit de me reposer. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant même que mon réveil n'ait eu la chance de sonner. Je l'ai attrapé, clignant des yeux devant l'écran. Numéro inconnu. Normalement, cela m'aurait provoqué une petite secousse d'anxiété, mais cette fois, je l'ai juste regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une minute plus tard, il a de nouveau vibré, cette fois avec un SMS. C'était Sophia. Elle avait trouvé un moyen de contourner le blocage en appelant et en textant depuis un autre numéro. Le message était plus court que ses paragraphes dramatiques habituels. Il disait qu'elle avait besoin de me parler et que ça ne pouvait pas être à la maison. Elle m'a demandé si je pouvais la rencontrer quelque part en ville, un endroit neutre. Je suis resté allongé, fixant le message, essayant de lire entre les lignes. Sophia n'utilisait jamais le mot « neutre ». Ce mot appartenait aux séances de thérapie et aux accords de garde, pas à ma sœur qui avait toujours cru que le monde se pliait à sa volonté. Quelque chose dans son ton était fissuré d'une manière que je ne reconnaissais pas. J'ai tapé en retour le nom d'un petit café près de la rivière que j'aimais bien. À quelques pâtés de maison de mon bureau. Calme. Personne de ma famille ne le connaissait. Elle a répondu en quelques secondes. Elle prendrait un vol tôt et serait là en fin d'après-midi. La journée au travail s'est déroulée dans un brouillard de réunions et de mai à moitié terminé. J'ai assisté à une session de stratégie, j'ai hoché la tête au bon moment et j'ai pris des notes. En surface, j'étais la même directrice marketing que j'avais toujours été. À l'intérieur, j'avais l'impression d'avoir une seconde vie qui se déroulait en parallèle, une vie qui n'avait rien à voir avec les projections de vente ou les calendriers de campagne. Au moment où je me suis rendu au café, le ciel d'hiver s'était assombri pour prendre cette teinte gris-plat qui donne toujours à Chicago l'impression d'être une photographie d'elle-même. La cloche au-dessus de la porte a tinté doucement quand je suis entré. L'endroit sentait les grains torréfiés et la cannelle. Quelques personnes étaient penchées sur des ordinateurs portables, des écouteurs aux oreilles, à des montres de distance. J'ai commandé un thé et j'ai choisi une table près du fond, d'où je pouvais voir à la fois l'entrée et la rue. Mon cœur battait un peu plus vite à chaque personne qui entrait, puis ralentissait à nouveau quand il s'agissait d'inconnus. Finalement, la porte s'est ouverte et ma sœur est entrée. Sophia semblait plus petite que dans mon souvenir, ce qui était étrange car elle s'était toujours comportée comme si elle occupait plus d'espace que n'importe qui d'autre dans la pièce. Ses cheveux habituellement impeccables étaient tirés en un chignon désordonné. Il y avait de légères ombres sous ses yeux. Quand elle m'a vu, elle a hésité, comme si elle n'était pas tout à fait sûre que je resterais. Elle s'est approchée et s'est assise sans me prendre dans ses bras. Ce seul fait m'a montré à quel point elle était secouée. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés, observant les changements que le temps, la distance et la vérité avaient sculptés sur nos visages. Elle a parlé la première. Sa voix était plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle en regardant ses mains. J'ai l'impression que quelqu'un a pris toute ma vie et l'a secouée. Je l'ai laissée parler. Elle m'a raconté les derniers jours dans cette grande maison de la banlieue. Elle a dit que papa avait fait les 100 pas, s'emportant contre tout le monde, prenant des appels derrière des portes closes, hurlant dans son téléphone à des gens dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle a dit que maman avait arrêté de cuisiner, de ranger, de faire semblant. Elle errait simplement de pièce en pièce, parlant toute seule d'avocat et de réputation. J'ai posé des questions sur ça mais j'ai vu quelque chose vaciller dans les yeux de Sophia. Ça m'a peur, a-t-elle admis. Elle entend tout. Personne ne lui parle comme à une adulte, mais elle sait quand même quand les choses ne vont pas. La façon dont elle l'a dit m'a fait me demander si elle réalisait enfin qu'elle avait été l'une des personnes qui parlaient autour de Sam au lieu de lui parler. Puis Sophia a levé les yeux vers moi. Il y avait quelque chose de brut dans son expression, un mélange de culpabilité et de confusion. J'ai besoin de te demander quelque chose, dit-elle. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité, même si ça fait mal. J'ai hoché la tête. Vas-y, elle a pris une profonde inspiration, comme une nageuse sur le point de plonger dans l'eau froide. Est-ce que papa te fait ça depuis des années, a-t-elle demandé. En utilisant toi, ton nom, tes comptes. La question était simple. Le poids derrière elle ne l'était pas.
J'aurais pu adoucir la réponse. J'aurais pu lui dire que c'était compliqué. Mais j'en avais fini d'amortir la vérité. Oui, dis-je. Depuis des années. Ses épaules se sont affaissées. Elle a fixé la table un long moment. Puis elle a demandé ce que cela signifiait exactement. Alors je lui ai raconté. Je lui ai raconté la première fois, en 2021, quand j'ai vu cette carte de crédit Wells Fargo que je n'avais pas ouverte. Je lui ai raconté que j'avais commandé mon rapport de crédit et trouvé 2 autres cartes, toutes à mon nom, toutes avec des débits que je n'avais pas faits. Je lui ai parlé des frais de scolarité pour un atelier de mannequinat avancé, des frais de voyage pour des vols vers Hawaï et la Californie, des magasins de vêtements de luxe, des séjours à l'hôtel. J'ai observé son visage pendant que je parlais. La façon dont la confusion s'est transformée en incrédulité. La façon dont l'incrédulité s'est lentement métamorphosée en reconnaissance. Au fond, je pense qu'elle avait toujours su que les opportunités ne tombaient pas du ciel. Quelqu'un devait les payer. Elle n'avait simplement jamais demandé qui. Je lui ai parlé du prêt commercial lié à Parker Financial. J'ai décrit le moment où, assise à ma table de cuisine, je fixais une signature qui était censée être la mienne mais ne l'était pas. J'ai expliqué comment cette seule ligne sur ce seul document avait changé ma façon de voir tout ce qui a suivi. Elle a porté sa main à sa bouche comme si elle pouvait refouler sa réaction. « Papa a mis ton nom sur un prêt ?» a-t-elle murmuré, sans demander. « Comment est-ce possible ?» Je lui ai dit que dans des familles comme la nôtre, c'était possible parce que les gens faisaient entièrement confiance à la mauvaise personne et n'imaginaient jamais qu'il franchirait certaines limites. Les banques faisaient confiance aux documents. Mes parents faisaient confiance à papa. Et jusqu'à ce que je voie les preuves, je leur avais tous fait confiance. Je pouvais sentir la colère monter en elle comme de la chaleur, mais elle n'était pas dirigée contre moi. Pour une fois, elle était dirigée contre la personne qui le méritait. Elle a posé ses paumes à plat sur la table. « Attends, dit-elle lentement. Ces programmes auxquels j'ai participé, ces vols, ces hôtels. Il me disait toujours qu'il s'en occupait. Que ça faisait partie de son budget de réseautage. Qu'il savait comment faire marcher les choses. Il a fait marcher les choses, dis-je doucement. En m'utilisant comme coussin. Des larmes ont rempli ses yeux, pas du genre théâtral qu'elle utilisait parfois en grandissant, mais du genre lourd qui vient lorsque l'histoire que vous avez crue sur votre vie s'effondre devant vous. Pourquoi n'as-tu rien dit, a-t-elle demandé, et il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une profonde curiosité blessée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je me suis assise en arrière et j'ai regardé la vapeur de monter s'élever en volute avant de répondre. Sauf, dis-je, chaque fois que j'ai essayé d'aborder le sujet de l'argent ou de l'équité auparavant, je devenais la méchante. Papa déformait les choses. Maman me suppliait de laisser tomber. Toi, tu levais les yeux au ciel et tu prenais leur parti. Je savais que si je parlais sans preuve, je perdrais, et je perdrais seule. Elle a tressailli à cela, puis a hoché la tête lentement, comme si elle rejouait des scènes de notre enfance dans son esprit et les voyait clairement pour la première fois. Tu as raison, a-t-elle admis. Je l'ai fait. Je l'ai cru parce que c'était plus facile. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, les bruits du café comblant l'espace entre nous. Des tasses tintaient. Du lait moussait. Une chanson que je reconnaissais vaguement jouait à faible volume sur les haut-parleurs. Sophia s'est essuyé le visage, puis a pris une inspiration tremblante. Il nous a dit que tu avais commencé tout ça, a-t-elle dit. Il a dit que tu voulais le ruiner pour ne pas avoir pris ton parti dans une vieille dispute. Maman l'a cru. J'ai failli le croire aussi. Mais ensuite, il ne répondait pas à des questions simples. Il ne me regardait pas. Il n'arrêtait pas de dire que tout le monde était contre lui. Sa mâchoire s'est crispée. Ça m'a plus effrayé qu'il mente que s'il avait juste admis qu'il avait merdé. J'ai hoché la tête. C'était toujours son schéma. Le mensonge venait en premier. La rage venait en second. La responsabilité ne venait jamais. Elle m'a regardé avec quelque chose que j'avais rarement vu chez elle. Du respect. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé doucement. Qu'est-ce qui nous arrive? Pendant un instant, je n'ai pas su quoi répondre. Puis j'ai réalisé que cela faisait aussi partie de la vérité. Je ne savais pas. Il y avait de la liberté à l'admettre. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message de maman. Une seule courte ligne qui disait qu'elle avait besoin de parler.
Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu par SMS que j'avais 10 minutes. Elle a appelé presque immédiatement. J'ai mis le haut-parleur et j'ai posé le téléphone entre nous. Sa voix est sortie, fine et effilochée. Aya, ton père est en train de s'effondrer, a-t-elle dit. La banque fouille dans les dossiers, les partenaires tournent en rond, et maintenant il y a des rumeurs d'auditeurs. On ne peut pas tenir le coup si tu continues à pousser. J'ai fermé les yeux une seconde, me ressaisissant. Je ne pousse rien, ai-je répondu. La banque fait ce qu'elle aurait dû faire il y a longtemps. Maman a émis un son étranglé. Tu parles exactement comme eux, a-t-elle dit. Froidement. Cliniquement. Est-ce que tu te soucies même de ce qui nous arrive? Il y avait encore ce mot. Nous. Comme si je ne faisais pas partie de la famille des années avant ce moment. Elle s'est précipitée avant que je puisse répondre, ses nerfs se déversant en pensées à moitié formées. Tout cela pourrait aussi faire exploser l'autre situation, a-t-elle dit. Et s'il commençait à regarder l'argent qui est allé à cette femme à San Diego? Et si son propriétaire parlait? Et si les enfants posaient des questions? Les mots sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée. De l'autre côté de la table, la tête de Sophia s'est relevée d'un coup. Ses yeux se sont agrandis. Elle a articulé, San Diego, en ma direction, ses lèvres formant les mots sans son. Un calme s'est installé en moi, le genre de calme qui vient quand quelque chose que vous avez porté seul pendant des années est enfin traîné à la lumière. J'ai parlé dans le téléphone, ma voix égale. Maman, dis-je, je suis au courant pour la femme de San Diego depuis 2020. J'ai vu les relevés de virement. J'ai vu les photos. Rien de tout ça n'est mon bazar à nettoyer. Pendant un long moment, il n'y a eu que le silence sur la ligne. Puis maman a murmuré un faible « oh » et a raccroché. L'appel s'est terminé. Le bruit du café s'est estompé à l'arrière-plan. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Sophia me fixait comme si je venais de lui dire que le ciel n'était pas vraiment bleu. « Qu'est-ce que tu veux dire » dit-elle enfin, sa voix rauque. « Quelle femme ? Quels enfants ?» Je l'ai regardée et j'ai vu la fille qu'elle était, celle qui croyait que notre père marchait sur l'eau, debout côte à côte avec la femme qu'elle était maintenant, confrontant la vérité qu'il s'était tenu sur les épaules de tout le monde juste pour maintenir son image hors de l'eau. La famille dans laquelle nous avions grandi avait toujours semblé déséquilibrée. Ce jour-là, au café, j'ai vu l'illusion commencer enfin à se fissurer. Quand j'ai quitté Sophia, le ciel de Chicago avait pris cette douce couleur meurtrie qu'il prend juste avant le crépuscule, quelque part entre le bleu et le violet, comme si le jour ne pouvait décider s'il devait s'accrocher ou se rendre. J'ai marché lentement jusqu'à la maison, les mains enfoncées profondément dans les poches de mon manteau, le vent me coupant les joues. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer le regard dans les yeux de ma sœur quand elle a réalisé que papa n'avait pas seulement étiré la vérité. Il avait construit une vie dessus. De retour dans mon appartement, je me suis changé en pantalon de survêtement, j'ai mis de l'eau à chauffer pour le thé et je me suis assise sur le canapé sans allumer la télévision. Je suis resté assise là, écoutant le radiateur claquer et le faible klaxon du trafic à plusieurs étages en dessous. J'avais l'impression que le monde entier s'était déplacé de quelques centimètres vers la gauche et que j'essayais encore de retrouver mon équilibre. Je savais que j'avais franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en sens inverse. J'étais passé du silence à l'action, de l'observation à l'exposition. Quand on fait ça avec des gens habitués à contrôler le récit, il y a toujours un moment où il frappe. C'est arrivé plus tard dans la nuit. Mon téléphone, celui que j'utilisais pour les appels personnels, s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif régional hors de l'État, mais mon instinct savait exactement d'où il venait. Mon père n'avait plus de numéro connu à utiliser, alors maintenant il en empruntait d'autres. Pendant une seconde, mon pouce a survolé le bouton de rejet. Puis quelque chose de plus stable en moi a murmuré que c'était le moment même pour lequel je m'étais préparé. Pas pour discuter. Pas pour expliquer. Pour témoigner. J'ai ouvert mon application de mémo vocal et j'ai appuyé sur enregistrer. La barre rouge a glissé sur l'écran. J'ai laissé l'appel sonner 2 fois de plus, puis j'ai répondu et mis le haut-parleur, posant doucement le téléphone sur la table basse devant moi. Je n'ai pas dit bonjour. Je l'ai laissé parler en premier. Sa voix s'est écrasée dans la pièce, forte et féroce. Il n'y avait ni salutation, ni prétexte. Il s'est lancé directement dans les accusations, ses mots se bousculant. Il a dit que je l'avais trahi la famille, trahi l'entreprise qui nous nourrissait.
Il a dit que je m'étais aligné avec la banque, avec ses ennemis, avec des gens qui voulaient le démolir. Je me suis assise contre le canapé, j'ai croisé les mains sur mes genoux et je me suis concentré sur une respiration régulière par le nez. Je voulais que ma voix, quand je l'utiliserai enfin, soit stable. Il a continué. Il a dit qu'il avait parlé à des avocats qui lui avaient dit qu'ils pouvaient me poursuivre pour diffamation, pour ingérence, pour tout ce que son esprit paniqué pouvait imaginer. Il a dit qu'il pouvait appeler la police et me faire arrêter pour avoir déposé de fausses déclarations. Il a dit qu'il pouvait appeler mon employeur et leur dire que j'étais instable et vindicative et qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Il crachait les mots comme des balles, chaque menace destinée à me faire tressaillir. Pendant tout ce temps, je n'ai pas dit un mot. Voilà le truc avec la rage. Si on ne la nourrit pas, elle se révèle. Sans personne contre qui se heurter, elle finit par montrer d'où elle vient vraiment. Il m'a accusé d'avoir monté la banque contre lui, de leur avoir dit où chercher. Il a dit qu'avant que je ne me mêle de ses affaires, tout allait bien. Les paiements passaient, les clients étaient contents, les partenaires étaient silencieux. C'était ma première confirmation silencieuse qu'il savait que les choses allaient mal bien avant que quiconque ne le contacte. Il a continué à faire les 100 pas verbalement, sa voix montant et descendant, craquant presque parfois. Je pouvais entendre une télévision en arrière-plan, puis une porte se fermer, comme s'il s'était déplacé dans une autre pièce pour crier librement. À un moment donné, il m'a traité d'ingrate pour toutes les années où il avait, selon ses mots, pris en charge mes fardeaux financiers. Il a dit que personne n'avait à savoir combien de fois il m'avait sauvé, combien de fois il était intervenu. La projection dans cette déclaration m'aurait presque fait rire si elle ne m'avait pas aussi profondément blessé. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé s'en mêler encore plus. Quand il a fait une pause pour inspirer, peut-être pour rassembler plus de munitions, j'ai enfin parlé. Ma voix semblait calme, presque détachée, même à mes propres oreilles. Je lui ai dit que je n'assumais pas la responsabilité de ce qu'il avait fait avec son entreprise ou avec mon nom. J'ai dit que quelles que soient les enquêtes en cours, elles concernaient ses décisions, pas les miennes. Il y a eu un temps de silence sur la ligne. Puis il a explosé. Il m'a accusé d'agir comme si j'étais innocente, de prétendre que je n'avais aucune idée de comment les choses fonctionnaient. Il a dit que l'utilisation de mon numéro de sécurité sociale pour ce prêt commercial n'était pas grave, que beaucoup de familles faisaient des choses comme ça, que je lui devais mon soutien après tout ce qu'il m'avait soi-disant donné. Il a dit que mettre des cartes de crédit à mon nom pour couvrir les dépenses de Sophia était raisonnable parce que j'étais celle avec le soi-disant gros travail et pas d'enfant. Il a dit tout cela d'un trait, essayant de justifier ce qu'il savait clairement ne pas avoir dû faire. Ce faisant, il a admis plus que ce que j'aurais pu lui arracher dans une conversation contrôlée. Il a admis qu'il avait ouvert des cartes à mon nom sans demander. Il a admis qu'il avait déplacé de l'argent entre mes comptes et son entreprise. Il a admis qu'il avait utilisé mon identité comme garantie, comme plan de secours, comme coussin pour se protéger lorsque ses propres choix causaient des dommages. Chaque mot était enregistré. J'ai regardé le téléphone sur la table, observant les secondes s'écouler sur l'écran, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une crise de nerfs. C'était une preuve. Brute, non filtrée, venant directement de la source. Il est revenu aux mêmes menaces, promettant que si je ne contactais pas la banque et ne retirais pas mes déclarations de fraude, il s'assurerait que je le regrette pour le reste de ma vie. Il a dit que personne ne me croirait plutôt que lui, que j'aurais l'air de la fille amère essayant de détruire l'héritage de son père. Autrefois, ces mots auraient fonctionné. Il m'aurait fait me démener pour tout arranger, pour m'excuser de l'avoir contrarié, pour aplanir son désordre comme si c'était le mien. Mais cette nuit-là, assise dans mon calme appartement de Chicago avec la neige qui recommençait à tomber dehors, ils ont atterri différemment. Ils n'essayaient pas seulement de me faire peur. Ils essayaient de réécrire la réalité. Et je ne vivais plus dans la version de la réalité qu'ils contrôlaient. Je l'ai laissé se répéter jusqu'à ce que sa voix commence à se fatiguer, la chaleur s'estompant en un son rauque étendu. Puis je lui ai dit, sur ce même ton stable, que je ne changerais rien. J'ai répété que tout ce que la banque et ses partenaires faisaient maintenant était entre eux et les documents qu'il avait signés. Il a juré, un son plein de fureur frustrée, puis m'a raccroché au nez. La ligne est devenue silencieuse. L'appartement est retombé dans son doux bourdonnement ambiant. Dehors, la neige frôlait les fenêtres comme des doigts silencieux. Je suis resté assise un moment sans bouger, le cœur battant, non pas de peur mais de l'adrénaline qui monte toujours après avoir survécu à quelque chose d'intense. Puis j'ai attrapé le téléphone, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai sauvegardé le fichier.
J'en ai écouté quelques secondes, juste assez pour confirmer que sa voix était passée clairement. Le son de lui nommant ce qu'il avait fait, insistant sur le fait que c'était bien, me blâmant quand même. Ma propre voix vers le milieu, calme et ferme, traçant une ligne qui avait manqué à notre relation toute ma vie. Puis j'ai branché le téléphone sur mon ordinateur portable et j'ai transféré le fichier. Je l'ai sauvegardé à plus d'un endroit. Un sur mon ordinateur. Un dans un dossier cloud sécurisé. Un sur une petite clé USB que je gardais dans le même coffre-fort que mes documents imprimés. J'ai daté le fichier dans le nom, ajouté quelques brèves notes sur le contexte et j'ai tout fermé. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Pas de regret. Du poids de ce qui venait de changer. Pour la première fois, j'avais une preuve qui ne reposait pas sur ma mémoire ou mon interprétation. J'avais sa propre voix, ses propres mots, racontant une histoire qu'il n'aurait jamais admise s'il pensait que quelqu'un d'autre écoutait vraiment. Le lendemain matin, j'ai transmis le fichier audio à Ethan avec un court email expliquant quand l'appel avait eu lieu. Je lui ai dit que mon père m'avait de nouveau contacté via un autre numéro et que j'avais enregistré la conversation pour ma propre sécurité. La réponse d'Ethan n'a pas tardé. Il a répondu que l'enregistrement pourrait être incroyablement important si mon père mettait l'une de ses menaces à exécution. Il a dit que la façon dont mon père avait décrit l'utilisation de mes comptes et de mon numéro de sécurité sociale correspondait aux documents que la banque examinait maintenant. Il m'a rappelé de ne pas répondre directement à d'autres accusations, de le laisser gérer toute communication formelle. En lisant son message, une étrange sorte de soulagement m'a envahi. Pendant tant d'années, j'avais eu l'impression que la voix de mon père était la seule qui comptait, la seule que les gens entendaient. Maintenant, il y avait un enregistrement qui ne pouvait être ni nié, ni minimisé, ni transformé en une autre histoire. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis de nouveau tenu à la fenêtre, regardant la ville se réveiller sous une fine couche de neige. Au loin, je pouvais voir de minuscules silhouettes promenant des chiens, se rendant au travail, commençant des journées ordinaires. Ma vie ne semblait pas ordinaire de l'intérieur. Mais pour la première fois, au lieu de me sentir piégé dans une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour moi, j'avais l'impression de prendre tranquillement la plume. Je n'avais aucune idée de jusqu'où mon père irait après avoir réalisé qu'il perdait le contrôle. Je savais seulement que cette fois, quoi qu'il essaie, je n'étais pas sans protection. J'avais mes propres boucliers maintenant. Sa propre confession était sur mon ordinateur, claire et indéniable. Je n'avais pas peur de l'utiliser si nécessaire. Pendant un jour ou deux, la ville sembla étrangement calme, comme si même Chicago retenait son souffle avec moi. Je travaillais, cuisinais, marchais jusqu'à l'épicerie du coin, gardais mes écouteurs tout en écoutant de la musique apaisante. J'essayais de maintenir mon corps en mouvement pour que mon esprit ne reste pas bloqué à rejouer la voix de mon père. Mais même avec tout cela, je pouvais sentir le changement dans l'air. Quelque chose dans ma famille s'était fissuré et il n'y avait aucun moyen de le réparer. Le troisième matin, alors que je verrouillais la porte de mon appartement avant de partir au travail, mon téléphone vibra. L'écran affichait un seul mot. Samedi. Elle m'envoyait rarement des SMS en premier. Quand elle le faisait, c'était généralement un petit bonjour ou quelque chose de drôle qu'elle voulait partager. Ce message était différent. Il ne contenait qu'une seule phrase. Comment es-tu sorti de son emprise? Je me suis figé dans le couloir, les clés toujours à la main. Le désespoir silencieux de ces mots fit se tordre quelque chose au fond de ma poitrine. Je m'appuyai contre le mur et tapai doucement en retour, lui demandant si elle était en sécurité et où elle se trouvait. Elle répondit qu'elle était à la maison mais cachée dans sa chambre, et elle me demanda si je pouvais la rencontrer quelque part loin de la maison. Je lui ai dit de me retrouver à Lincoln Park près de l'étang, un endroit qu'elle aimait quand elle était plus jeune. Elle renvoya un petit « oui », et je savais qu'elle était déjà en route. J'ai changé de direction, me dirigeant vers le train au lieu du bureau, et j'ai informé mon manager que je prenais une journée personnelle. Quand je suis arrivé au parc, le vent était froid mais le soleil avait percé les nuages, dispersant la lumière sur l'eau gelée. J'ai aperçu Sam assise sur un banc près du sentier, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle semblait tellement plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue et pourtant si déchirante de jeunesse en même temps. Quand elle m'a vu, elle s'est levée rapidement, ses yeux grands et vitreux comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Elle s'est approchée de moi à petits pas hésitants, puis s'est arrêtée à quelques mètres. Sa voix était calme et tremblante quand elle a parlé. « Je ne sais plus quoi faire », a-t-elle dit. « Je ne sais plus à qui faire confiance. » Je lui ai pris la main et l'ai guidée vers le banc.
Nous nous sommes assises côte à côte, nos coudes se frôlant, écoutant le faible bruit des oies quelque part au loin. Elle s'est frotté les mains, ses doigts tremblants. Papa crie tout le temps maintenant, a-t-elle murmuré. Maman n'arrête pas de lui dire de se calmer, mais ensuite elle se retourne et pleure dans la buanderie pour qu'il ne la voie pas. Sophia n'arrête pas de m'appeler pour me demander si je savais quelque chose, mais je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Et Lindsay n'arrête pas de me dire que je dois rester avec eux quoi qu'il arrive. Elle a dit que tu détruisais la famille et que si je te parlais, je prenais parti. Elle s'est arrêtée et s'est essuyée la joue avec sa manche. J'ai peur tout le temps, Aya. Mon cœur s'est serré en entendant cela. Elle avait toujours été la silencieuse, celle que tout le monde supposait aller bien parce qu'elle ne demandait jamais rien. Personne dans cette maison n'avait jamais remarqué à quel point elle portait. Je me suis tourné vers elle. Sam, dis-je doucement. Respire. Je suis là. Tu n'es pas seul. Elle a hoché la tête, mais ses épaules tremblaient toujours. Après un moment, elle a de nouveau demandé. Comment t'es-tu échappé de lui? Comment l'as-tu empêché de contrôler tout ce que tu faisais? J'ai laissé la question en suspens un moment. Puis j'ai répondu honnêtement. J'ai arrêté de croire à l'histoire qu'il racontait sur qui j'étais. Et j'ai arrêté de le laisser décider de ce que je lui devais. Elle a fixé ses chaussures comme si elle essayait de comprendre ce que cela signifiait pour elle. Je lui ai dit la vérité, morceau par morceau. J'ai expliqué que mon père utilisait l'argent comme une arme, comme un levier, comme un moyen de maintenir les gens dépendants de lui. Je lui ai dit qu'une fois que j'avais réalisé cela, j'avais commencé à me séparer lentement. De petits pas au début, puis de plus grands. Elle a écouté attentivement, absorbant chaque mot comme si elle s'ancrait à un monde plus sûr. Je lui ai demandé si elle avait son propre compte en banque. Elle a secoué la tête. Papa vérifie tout, a-t-elle dit. Il signe tous les formulaires. Maman dit que c'est plus simple comme ça. Je lui ai dit que la première chose dont elle avait besoin était un compte privé à son nom, dans une banque à laquelle papa ne pouvait pas accéder. J'ai mentionné une coopérative de crédit à proximité, un endroit calme sans lien avec Parker Financial. Son visage s'est crispé d'inquiétude, mais je l'ai rassuré en lui disant que des adolescents ouvraient des comptes tous les jours sans que personne ne s'en étonne. Ensuite, je lui ai dit de changer ses mots de passe de mail et ses codes d'accès de téléphone. Non pas parce qu'elle avait des secrets, mais parce que la vie privée n'était pas un luxe dans notre famille. C'était un bouclier. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle n'avait jamais considéré qu'elle avait le droit de protéger sa propre vie privée. Puis nous avons parlé de l'avenir qu'elle voulait mais n'exprimait jamais. Elle a admis qu'elle avait rêvé de devenir enseignante, pas mannequin comme Sophia, mais papa lui disait toujours que l'enseignement était un gaspillage de talent et ne rapporterait pas assez d'argent. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais battue contre lui parce qu'il faisait tout sonner comme une décision finale. Je lui ai dit qu'elle pouvait postuler à des bourses d'études par elle-même. Qu'elle n'avait pas besoin de permission pour rêver différemment. Qu'elle pouvait trouver un emploi à temps partiel, même un petit, pour commencer à construire son indépendance. Elle a essuyé des larmes à cela, comme si personne ne lui avait jamais dit qu'elle avait des choix. Mais il sera tellement en colère, a-t-elle murmuré. Il dira que je suis ingrate. J'ai touché sa main doucement. Les gens qui comptent sur le contrôle se mettent toujours en colère quand quelqu'un sort de leur ombre. Sa colère ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie que tu grandis. Elle a pleuré alors, silencieusement, ses épaules tremblant alors qu'elle se penchait contre moi. Je l'ai tenue comme j'aurais aimé que quelqu'un me tienne à son âge. Je lui ai dit qu'elle n'était pas invisible. Je lui ai dit qu'elle comptait. Je lui ai dit qu'être silencieuse ne signifiait pas qu'elle était faible. Cela signifiait qu'elle avait survécu dans un endroit qui récompensait le silence plus que l'honnêteté. Après un long moment, elle s'est redressée et s'est de nouveau essuyé le visage. Je ne vais pas à Maui, a-t-elle dit, sa voix plus stable que ce à quoi je m'attendais. Pas avec eux. Pas comme ça. J'ai serré sa main. Je suis fier de toi, ai-je dit. Un petit sourire fragile a traversé ses lèvres. Nous sommes restés sur ce banc jusqu'à ce que le soleil baisse, peignant de longues ombres à travers le parc. Quand il a été temps pour elle de partir, je l'ai accompagnée à l'arrêt de bus. Avant de monter, elle s'est retournée et m'a regardé avec une détermination féroce dans les yeux. Merci de m'avoir vu, a-t-elle dit. Quand le bus s'est éloigné, je suis resté là à le regarder disparaître dans la rue, sentant quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine. Je n'avais pas sauvé ma famille. Je n'essayais pas de le faire.
Mais j'avais donné à Sam quelque chose qu'elle méritait depuis longtemps. Une issue. Une voie à suivre. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement, mon téléphone a vibré avec une série rapide de notifications. J'ai soupiré, sachant exactement ce que j'allais trouver. Lindsay, l'amie dramatique et égocentrique de Sophia, avait décidé de créer sa propre version des événements en ligne. Elle a posté de longs paragraphes affirmant que j'étais jalouse, amère et destructrice. Elle a dit que j'avais saboté l'entreprise familiale, que j'avais manipulé Sam, que j'essayais de déchirer les sœurs. C'était le genre de drame vide dont elle se nourrissait, recueillant des commentaires de gens qui ne savaient rien mais croyaient tout. J'ai lu les messages, non pas avec colère, mais avec une clarté calme. J'avais dépassé tout ce monde. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai rédigé un bref email adressé à elle avec un ton si neutre qu'il en était presque apaisant. J'ai expliqué que ces messages étaient diffamatoires, qu'elle répétait de fausses informations sur des questions financières privées, et que toute déclaration supplémentaire pourrait entraîner des conséquences juridiques. J'ai signé simplement avec mon nom complet et la note qu'une copie de l'email avait été sauvegardée pour documentation. J'ai appuyé sur envoyer. 10 minutes plus tard, tous ces messages avaient disparu d'Internet. Elle ne m'a pas envoyé de message. Elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement effacé les preuves de sa cruauté impulsive, comme le font les gens quand ils réalisent qu'ils se sont aventurés dans quelque chose de bien plus grand qu'ils ne le pensaient. J'ai fermé mon ordinateur et j'ai éteint les lumières de l'appartement. La ville brillait à travers mes fenêtres, un doux reflet de tout ce qui changeait dans ma vie. Je n'essayais plus de maintenir qui que ce soit ensemble. Ni mon père. Ni maman. Ni Sophia. Ni l'illusion d'une famille construite sur des histoires fragiles. J'avais choisi quelqu'un d'autre à protéger. Samedi. Et pour la première fois depuis des années, ce choix me semblait juste. Je suis resté là un long moment dans le calme, laissant l'immobilité s'installer. Je savais que d'autres tempêtes approchaient. Mon père ne disparaîtrait pas tranquillement. Ma mère s'accrocherait à son déni. L'entreprise se fissurerait davantage. Mais quelque chose d'important avait changé. Sam n'était plus piégé dans le noir avec eux. Et je n'étais plus seul. Ce qui est étrange avec le vrai changement, c'est qu'il n'arrive pas toujours avec des cris ou des portes qui claquent. Parfois, il vient sous la forme d'une série de petites notifications et de conversations tranquilles qui, lentement, s'additionnent pour former quelque chose qui ne peut être défait. Tout a commencé par une enveloppe. Quelques semaines après que Sam ait dit à nos parents qu'elle n'allait pas à Maui, après que Lindsay ait supprimé son drame en ligne, après que mon père ait cessé d'appeler pendant un certain temps, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une lettre épaisse dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur provenait d'un bureau gouvernemental. Mon estomac a eu cette torsion familière et inconfortable, mais cette fois, ce n'était pas de la peur pour moi-même. C'était de la reconnaissance. À l'intérieur se trouvait un avis officiel adressé à moi en tant qu'individu et en tant que personne précédemment liée à Parker Financial. Le langage était dense et officiel, mais le sens était clair. Le fisc, Internal Revenue Service, avait ouvert une enquête complète sur les dossiers financiers de l'entreprise. En pièce jointe se trouvait une page distincte confirmant que ma déclaration antérieure d'utilisation non autorisée de mes informations était enregistrée et que, sur la base de leurs conclusions jusqu'à présent, j'étais traité comme une victime, et non comme une participante. Je suis resté dans ma cuisine à lire la lettre 3 fois, sentant chaque mot atterrir. C'était là, en langage clair. Les comptes n'étaient plus seulement en cours d'examen. Le gouvernement était pleinement entré en scène. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris le prochain développement par Ethan. Il m'a appelé un jeudi après-midi alors que j'étais entre deux réunions. Sa voix semblait stable, mais il y avait une lourdeur en dessous. Il m'a dit que le fisc avait officiellement gelé les comptes principaux de l'entreprise. Cela signifiait pas de transfert facile, pas de paiement discret, pas de remaniement pour cacher les trous. Tout était maintenant immobilisé pour inspection. Il a dit que les actionnaires, autrefois contents de laisser mon père gérer les chiffres seuls, paniquaient soudainement. Il voulait des explications, des preuves, un leadership qui ne s'effondrait pas au premier signe d'examen. En quelques jours, la nouvelle m'est parvenue par le même journal d'affaires qui avait laissé entendre des problèmes auparavant. Le titre était brutal. Le conseil d'administration de Parker Financial a voté pour démettre Charles Parker de ses fonctions. Avec effet immédiat, il n'était plus l'homme au sommet de la pyramide qu'il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à gravir. J'étais assise à mon bureau au travail, fixant ces mots à l'écran.
démis par ses propres partenaires. Non pas embauché et licencié par une entreprise anonyme, mais évincé par les personnes qu'il avait toujours cru contrôler. Cela semblait surréaliste. Cela semblait aussi inévitable. Une partie de moi pensait que je ressentirais de la satisfaction, peut-être même de la joie. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti le plus, c'est une tristesse profonde et douloureuse. On lui avait donné toutes les chances au fil des ans de se tourner vers l'honnêteté, de faire des choix différents, de corriger le tir. Il avait choisi, encore et encore, de s'enfoncer plus profondément dans les mensonges. L'effondrement était le sien, façonné de ses propres mains. À peu près au même moment, les autres morceaux de sa double vie ont commencé à s'effondrer. Sophia m'a appelé un soir d'un numéro inconnu, sa voix rauque et fatiguée. Elle a dit que l'autre famille de notre père, celle que je connaissais depuis des années mais que je n'avais jamais exposée, avait finalement appris la vérité sur l'argent. La femme de San Diego avait découvert que les paiements de loyer, les cadeaux et les frais de scolarité de l'école privée de ses enfants provenaient de comptes d'entreprise et de lignes de crédit qui étaient maintenant sous enquête. Elle a fait ses valises, a dit Sophia. A pris les enfants et a quitté leur maison près de la baie. Elle lui a dit de ne pas les contacter jusqu'à ce qu'ils trouvent comment vivre honnêtement, et même alors, elle ne pouvait pas promettre qu'elle le laisserait revenir dans leur vie. En écoutant ma sœur, j'ai imaginé cette femme, debout dans une cuisine comme celle de maman mais dans un autre état, réalisant que tout ce qu'on lui avait donné était assorti de conditions cachées. J'ai imaginé les enfants entendant des voix s'élever pour la première fois, regardant des boîtes se remplir, sentant que le monde stable qui les entourait n'était pas stable du tout. Mon père avait passé si longtemps à jongler avec 2 foyers, 2 ensembles d'attentes, 2 versions de la vérité. Maintenant, les 2 commençaient à s'effriter entre ses mains. Au milieu de tout cela, maman a pris une décision que je n'aurais jamais cru qu'elle prendrait. J'ai reçu la nouvelle par email, pas par téléphone. Elle a écrit qu'elle était fatiguée. Ce mot était seul dans sa propre phrase, comme s'il s'était enfin libéré d'un endroit où elle l'avait caché. Elle a dit qu'une femme ne devrait pas passer toute sa vie à marcher sur des œufs pour un homme qui refusait de se regarder en face. Elle a écrit que tante Suzanne en Arizona lui avait offert un endroit où rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, et qu'elle acceptait. Elle ne l'a pas présenté comme une séparation ou un essai. Elle a simplement dit qu'elle quittait cette maison et ce mariage. Elle voulait un endroit plus petit dans le désert avec une lumière propre et sans fantômes dans les murs. Elle voulait faire du bénévolat dans un centre communautaire près de chez tante Suzanne, peut-être aider les enfants à lire. Elle voulait, pour la première fois depuis des décennies, se réveiller sans se demander si son mari exploserait avant le petit déjeuner. Il y avait une partie de moi qui voulait demander pourquoi maintenant, pourquoi pas des années plus tôt alors que les signes étaient déjà là. Mais une autre partie de moi, celle qui savait à quel point il était difficile de sortir d'un rôle que l'on avait joué toute sa vie, comprenait que partir tout court était un acte de courage. Sam m'a mise au courant lors d'un appel tard dans la nuit quelques jours plus tard. Elle a dit que la maison semblait vide. Papa errait de pièce en pièce, s'emportant contre des ombres, blâmant tout le monde sauf lui-même. Les vêtements de maman avaient disparu de leur placard. Les photos encadrées de leur voyage étaient empilées dans des boîtes près de la porte. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, des rappels d'avocats, d'audits et de rendez-vous qu'il ne contrôlait plus. Au milieu de cela, Sam avait discrètement fait quelque chose pour elle-même. Elle avait postulé à l'école de sciences de l'éducation d'une université d'État et avait été acceptée. Sa voix s'est éclaircie quand elle me l'a dit. Elle a dit qu'elle avait lu l'email d'acceptation 3 fois juste pour y croire. Elle allait étudier pour devenir enseignante en école primaire, vivre en résidence universitaire, rencontrer un conseiller qui l'encourageait à suivre sa propre voie. Le portfolio de mannequinat que papa avait autrefois mémorisé ne signifiait rien là-bas. Ce qui comptait, c'était son désir de travailler avec les enfants, de les aider à se sentir vus d'une manière qu'elle n'avait souvent pas eue. J'étais assise sur mon canapé avec le téléphone collé à l'oreille et je l'ai laissé parler d'orientation, de résidence universitaire et d'horaire de cours. Je pouvais entendre l'espoir dans ses mots, fragiles et brillants. Elle sortait du script qu'il avait écrit pour elle et prenait son propre stylo. Pendant tout ce temps, mon père est resté étrangement silencieux envers moi. Plus d'appels. Plus de messages vocaux. Plus de menaces. Pendant un certain temps, c'était comme s'il m'avait complètement effacé de sa réalité, comme si m'ignorer pouvait en quelque sorte annuler la chaîne d'événements déjà en mouvement. Puis, un après-midi, un email est arrivé. Le nom de l'expéditeur a fait se serrer mon estomac. Je n'avais pas vu son nom dans ma boîte de réception depuis avant qu'il ne me dise que j'étais morte pour lui. Pendant un instant,
j'ai envisagé de le supprimer sans le lire. La curiosité me rongeait, mais l'instinct me murmurait qu'il ne sortirait rien de bon de donner plus d'espace à ces mots dans mon esprit. Finalement, je ne l'ai pas ouvert complètement. J'ai seulement laissé mes yeux parcourir la ligne d'aperçu. C'était une seule phrase. Il a écrit que tout ce qui s'était passé était de ma faute. Pas ses décisions. Pas ses comptes secrets. Pas ses signatures falsifiées. Pas ses mensonges aux partenaires, aux clients et à 2 familles. Dans son esprit, tout se résumait à une seule cause simple. Moi. La fille qui a refusé de continuer à porter le poids de ses choix. J'ai fixé cette phrase un lent et long moment. Puis j'ai cliqué sur supprimer. Le message a disparu de mon écran, emportant avec lui le dernier petit crochet qu'il aurait pu utiliser pour me ramener dans son histoire. Dans ma tête, une pensée silencieuse s'est formée, pas amère, juste vraie. Je n'ai pas provoqué son effondrement. J'ai simplement cessé d'agir comme la poutre pourrie qui maintenait sa structure debout. Les jours qui ont suivi semblaient plus légers d'une manière difficile à expliquer. La situation extérieure était grave. Les enquêtes ne se terminent pas rapidement. Les réputations ne se reconstruisent pas du jour au lendemain. Le nom de ma famille dans certains cercles serait lié à des mots comme « audit » et « fraude » pendant longtemps. Mais dans ma propre vie, il y avait un espace que je n'avais jamais connu. Au travail, je me suis retrouvée plus présente. Mes idées venaient plus facilement. Je riais avec mes collègues dans la salle de pause sans avoir l'impression de porter un nuage de tempête secret au-dessus de ma tête. Mon manager a mentionné en passant que je semblais plus ancrée ces derniers temps, plus confiante dans mes décisions. J'ai souri et j'ai dit merci, sachant qu'il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Le soir, je parlais à Sam de sa liste d'achats pour la résidence universitaire et de son catalogue de cours. J'échangeais des emails avec maman, prudemment et avec des limites, alors qu'elle envoyait des photos de couchers de soleil en Arizona et des histoires sur les femmes qu'elle rencontrait au centre communautaire. C'étaient de petites connexions simples, mais elles étaient réelles. Honnêtes. Pas enveloppées dans l'attente que je répare quoi que ce soit. Un week-end, quand le temps s'est enfin adouci et que la glace autour de la ville a commencé à fondre, je suis descendu au lac. Le lac Michigan s'étendait devant moi comme une nappe de verre mouvant, gris et bleu se mélangeant sous un ciel pâle. Le vent tirait sur mes cheveux et me piquait les joues, mais j'ai accueilli la piqûre. Cela me faisait me sentir vivante. Je me suis tenu près de la balustrade et j'ai regardé les vagues aller et venir, stables et indifférentes au drame humain. Des gens promenaient des chiens derrière moi. Des enfants riaient près du sentier. Un couple prenait des photos près du bord de l'eau. La vie avançait, indifférente à l'effondrement du faux royaume d'un homme. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui croyait que sa valeur était liée à sa capacité à endurer. J'ai pensé à chaque fois que j'avais attrapé mon portefeuille parce que mon père disait que la famille avait besoin de mon aide. J'ai pensé à toutes les années où j'ai maintenu l'image d'un homme à succès qui utilisait secrètement les personnes les plus proches de lui comme monnaie. Et puis j'ai pensé à la femme que j'étais devenue. Celle qui est entrée dans le bureau d'un avocat avec un dossier de preuves qu'elle avait tranquillement rassemblé pendant des années. Celle qui a dit non quand son père a exigé de l'argent qu'elle ne devait pas. Celle qui a vu une structure familiale s'effondrer et ne s'est pas précipitée pour servir de colle. Debout là, au bord du lac, écoutant le claquement régulier de l'eau contre la pierre, j'ai senti un chapitre se fermer en moi. Pas avec des feux d'artifice ou une grande annonce. Juste une douce et sûre installation de la vérité. Cette partie de ma vie, celle où je me tordais en 4 pour être ce qu'il voulait, était terminée. Je me suis détourné de l'eau et j'ai commencé à marcher vers la ville, les grands immeubles s'élevant devant moi comme une autre sorte de possibilité. Derrière moi, les vagues continuaient de bouger, effaçant les empreintes de pas dans le sable humide comme si elles n'avaient jamais été là. Je me suis détourné du lac et j'ai marché vers la ville, les grands immeubles s'élevant devant moi comme les contours d'une vie qui m'appartenait enfin. L'air froid a rempli mes poumons, vif et pur, et pour la première fois depuis des années, je n'ai senti aucun poids traîner derrière mes pas. Une année complète s'est écoulée après ce jour au bord de l'eau. Non pas tranquillement et non sans ses défis, mais avec une sorte de mouvement constant vers l'avant que je n'avais jamais connu auparavant. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Elle a grandi en elle-même petit à petit, de la même manière qu'un lever de soleil n'arrive pas avec un cri mais avec un élargissement de la lumière. 3 mois après que tout se soit effondré, j'ai été promue directrice principale à l'agence de marketing où je travaillais depuis près d'une décennie. Mon patron a dit que j'avais trouvé ma propre voie. Je savais ce qu'il voulait dire.
Je n'essayais plus d'obtenir l'approbation de personnes déterminées à ne pas la donner. Mes idées venaient plus fortes, plus claires, plus diluées par le doute. Avec la promotion est venue une augmentation, et avec l'augmentation est venue la chance de finalement emménager dans l'appartement dont j'avais toujours rêvé. Du côté nord de Chicago, près du lac, se trouvait un appartement d'anglo 19e étage avec des fenêtres du sol au plafond et un calme qui me semblait presque sacré. La première nuit où j'y ai dormi, je suis resté éveillé à regarder les lumières de la ville et j'ai laissé l'immobilité me traverser. Ce n'était pas un silence né de la peur ou de la tension. C'était paisible. Sam venait souvent me voir. Elle avait terminé son premier semestre à l'école des sciences de l'éducation avec des notes dont elle était fière. Elle ne chuchotait plus quand elle parlait de son avenir. Elle parlait avec enthousiasme, confiance, une douceur qui la faisait ressembler à la fille qu'elle aurait toujours dû être. Nous mangions des plats à emporter sur le sol de mon salon, riant de la vie en résidence universitaire et de ses étudiants du cours de développement de la petite enfance. Elle m'a dit qu'elle se sentait en sécurité pour la première fois. Chaque fois qu'elle disait ça, quelque chose en moi s'apaisait d'une manière que les mots ne peuvent pas capturer. En été, maman m'a contacté avec une lettre manuscrite. L'enveloppe était bleu pâle, le papier épais et pressé de délicates petites fleurs. Elle a dit que vivre en Arizona avec tante Suzanne lui avait ouvert les yeux sur la petitesse de son monde pendant si longtemps. Elle s'est excusée, non pas comme un plaidoyer pour le pardon, mais comme une femme comprenant enfin le coup de son silence. Je l'ai lu lentement à ma table de cuisine, laissant chaque phrase se poser en moi. Elle ne demandait rien. Elle n'essayait pas de transformer son regret en attente. Elle a simplement reconnu ce qu'elle n'avait pas réussi à voir et ce qu'elle ne pouvait pas défaire. Quand j'ai répondu, j'ai gardé mes mots doux mais fermes. Je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur. Je lui ai dit que je croyais que les gens pouvaient changer, mais que le changement exigeait de la constance, pas seulement de l'intention. Nous nous sommes écrits pendant des mois après cela. De courtes lettres au début, puis de plus longues. Une reconstruction prudente, non pas de la relation mère-fille que j'avais autrefois voulu, mais de celle que nous avions maintenant. Quelque chose d'honnête. Quelque chose de libre de toute performance. Quant à mon père, j'ai appris par Sam qu'il vivait dans un petit condo en périphérie de la banlieue. Pas de titre. Pas d'entreprise. Pas de seconde famille. Juste un homme laissé seul avec les échos de la vie qu'il avait construite sur les sacrifices des autres. Je ne ressentais plus de colère envers lui à ce moment-là. Seulement une tristesse lointaine qu'il ait construit un monde si fragile qu'il s'est brisé au moment où plus personne n'était là pour renforcer les murs. Quelque part au début de l'automne, j'ai créé quelque chose que j'aurais souhaité exister quand j'étais plus jeune. Un fonds dédié aux femmes qui avaient été financièrement contrôlées ou exploitées par des membres de leur famille. Je l'ai nommé discrètement, anonymement, sans désir de reconnaissance. Le fonds offrait de petites subventions pour aider les femmes à ouvrir leur propre compte, à engager des conseillers financiers, ou simplement à créer un coussin d'urgence pour qu'elles ne se sentent plus piégées. Quand la première lettre de remerciement est arrivée d'une femme de l'Ohio qui avait utilisé le fonds pour quitter la maison de son frère après des années de dépendance, je me suis assise seul dans mon salon et j'ai laissé les larmes couler librement. Pas des larmes de chagrin. Des larmes de libération. En hiver, j'ai compris que je voulais marquer la fin de ce chapitre avec quelque chose d'audacieux. Quelque chose de beau. Quelque chose qui donnait l'impression que ma vie n'était plus vécue en réponse au chaos de quelqu'un d'autre. J'ai de nouveau pensé à Bali, aux plages douces et à l'air chaud, mais cela ne correspondait plus à qui j'étais maintenant. Je voulais quelque chose de plus froid, de plus sauvage, d'intact. J'ai donc réservé un voyage en Islande. Quand je suis descendu de l'avion sur le tarmac de Reykjavik, l'air m'a frappé comme une plaque de glace propre. Il a réveillé chaque nerf de mon corps. Le ciel s'étendait à l'infini, d'un bleu pâle se fondant dans l'argent. Des montagnes encadraient l'horizon comme d'anciens gardiens. J'avais l'impression d'entrer dans un endroit qui ne se souciait pas de qui j'avais été ou de ce que j'avais porté. Il m'accueillait simplement tel que j'étais. J'ai passé des jours à conduire le long de plages de sable noir, à me baigner dans des sources chaudes entourées de neige, à regarder des cascades s'écraser du haut des falaises avec une force qui faisait trembler ma poitrine. La terre semblait vivante d'une manière qui me dépouillait des derniers morceaux de lourdeur qui s'accrochaient à moi. Le dernier jour, j'ai fait une randonnée jusqu'à une falaise près de la côte sud. Le vent était féroce, fouettant mes cheveux contre mon visage, tirant sur ma veste, me poussant en avant et en arrière d'un seul souffle. En dessous de moi, les vagues s'écrasaient contre la roche volcanique sombre, envoyant des gerbes d'écume blanche dans l'air. Je suis resté là,
les bottes fermement plantées sur le sol, le ciel s'étendant largement au-dessus de moi, et pour la première fois de toute ma vie, je me suis senti complètement libre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le vent me couper les joues. À ce moment-là, les mots de mon père d'il y a des mois ont traversé mon esprit. Tu es morte pour moi. Les mêmes mots qui m'avaient autrefois piqué semblaient maintenant légers, presque absurdes. Je n'étais pas morte. J'étais renée. J'ai murmuré dans le vent, pas à lui, pas à quelqu'un d'autre, mais à moi-même. Je ne me suis pas vengé d'eux. J'ai simplement cessé de me sacrifier pour eux. Le reste est leur propre jugement. Le vent a emporté les mots. J'ai ouvert les yeux et j'ai laissé le froid s'infiltrer dans mes os, non pas comme une punition mais comme une purification. Un nouveau départ tenu dans la vivacité de l'air hivernal. Quand je me suis finalement détourné de la falaise et que j'ai commencé à redescendre vers le sentier, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une porte s'était fermée. Et une autre s'était ouverte quelque part que je ne pouvais pas encore voir. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.